Être publié dans une maison d'édition dite traditionnelle est le rêve d'un grand nombre d'auteurs, qui y voient une chance d'être reconnus pour leur travail, voire d'en vivre. Mais pour atteindre ce Graal, il faudra d'abord passer par l'inévitable épreuve du manuscrit, qui décidera de votre sort auprès des maisons d'édition chez qui vous l'envoyez. Autant dire que c'est un acte stressant pour tout un chacun. C'est pourquoi nous allons aujourd'hui voir les bonnes pratiques pour monter correctement son manuscrit et, on l'espère, convaincre au mieux les éditeurs. Avant de commencer, je vous enjoins fortement à télécharger la fiche synthétique qui accompagne thématiquement la vidéo. Le lien est sous la dite vidéo. Nous allons donc voir comment préparer, point par point, le dossier que vous devrez envoyer aux maisons d'édition, de sorte à ce que celui-ci soit le plus optimal, le plus convaincant possible. En tout premier lieu, avant même de penser à envoyer votre manuscrit, il y a un travail que vous devez faire au préalable. Il y a des choses que vous devez assurer. Avant même de croire qu'il est possible d'envoyer la lettre aux maisons d'édition, il vous faut effectuer, du coup, un certain travail en amont afin de vous assurer de mettre toutes les chances de votre côté. Et cela inclut le polissage de votre œuvre. Vous ne voulez peut-être plus remettre le nez dedans de suite, après avoir passé tant de temps à l'écrire et à le réécrire, et ça se comprendrait. Mais vous ne voulez pas non plus que les fautes d'orthographe se suivent à la file indienne, qu'une incohérence énorme se glisse au point d'orgue de l'intrigue ou qu'un paragraphe entier manque à votre manuscrit. Ce sont des erreurs fréquentes, et ce n'est en rien alarmant. Pris dans la lancée de votre imagination, pressé d'enfin compléter votre histoire, écrivant tard ou en plein trajet, vous pourriez truffer votre œuvre de petites inattentions, et c'est humain. Cependant, les laisser enverrait un très mauvais message aux maisons d'édition qui vous font de l'œil. Vous donneriez l'impression de ne pas réellement vous soucier de votre livre, de ne pas considérer l'éditeur que vous contactez. Peu de chance, avec cela, d'avoir le moindre retour. Alors repassez un œil averti 1, 2, 3 fois sur votre ouvrage afin de nettoyer ce dernier de toutes les petites imperfections. Si vous ne vous sentez pas à l'aise dans cet exercice, ou que vous ne parvenez plus à avoir une vision d'ensemble correcte de votre livre, demandez à un proche de le relire pour vous et de remonter tous les problèmes qu'il aperçoit. Il aura un regard neuf et reposé sur ce que vous avez produit tout en ayant un accès privilégié à vos attentions. Mieux encore, demandez l'aide d'un correcteur-relecteur qui saura décaper au mieux votre texte de ses manquements. Cela aura certes un coût pour vous, mais vous aurez droit à un service de qualité par un spécialiste de la langue française qui saura approcher votre texte avec objectivité, expérience et qui, pour peu que vous le guidiez un peu dans son travail, comprendra lui aussi l'intention de votre livre. Afin d'avoir un travail irréprochable, c'est la meilleure option qui s'offre à vous. Cela étant dit, ne vous faites pas un sang d'encre qu'une poignée de coquilles ou d'inadvertances minimes vous échappe à vous ou à ceux chargés de passer derrière vous. Les éditeurs savent bien que l'erreur est humaine. Alors ne vous retenez pas indéfiniment d'envoyer ce manuscrit qui attend dans votre tiroir et faites-vous confiance. Autre point qui n'est certainement pas accessoire, nous allons maintenant voir la question de la mise en page. Alors oui, ce n'est pas le plus amusant à faire, mais c'est essentiel pour avoir un rendu qui fasse propre et sérieux, ce qui est attendu de la part de toutes les maisons d'édition. Vous devez, en premier lieu, vous assurer que l'entièreté de votre œuvre est homogène, c'est-à-dire que vous avez bien utilisé la même mise en page partout, que ce soit au niveau de l'interlignage, de la police, etc. Il arrive que les traitements de texte changent certains paramètres d'eux-mêmes au cours de l'écriture, donc il faut absolument être attentif à ce niveau-là. Par la suite, mettez-vous face à votre manuscrit et demandez-vous s'il est lisible et s'il respecte les conventions littéraires françaises. Posez-vous les questions suivantes. Les paragraphes sont-ils bien délimités? La police est-elle adaptée? La mise en page des dialogues respecte-t-elle les règles françaises à ce sujet? L'interlignage est-il agréable à l'œil? Y a-t-il des alinéas et des pieds de page? Et ainsi de suite. Voici quelques conseils généraux de mise en page pour vous aider à faire des choix éclairés. Tout d'abord, pour améliorer l'accessibilité des textes longs, préférez les polices d'écriture sérif, car leur empattement améliore la lisibilité du texte et repose les yeux des lecteurs en guidant leur regard. De plus, elles facilitent aussi les lectures de petits caractères, en permettant de mieux faire la distinction entre chacun des caractères. Ensuite, ne détendez jamais en dessous de la taille de caractère en 10. Cela serait beaucoup trop épuisant à lire pour l'œil à la longue. Autre point, utilisez
Toujours un interlignage en 1,5 pour aérer le texte et le rendre plus invitant, plus facile à lire. Enfin, dernier point général, préférez des marges en 1,6 pour ordonner votre texte. En accompagnement de ces conseils, voici la mise en page type d'un manuscrit, sauf exigence contraire de la part de l'éditeur, évidemment. Tout d'abord, le manuscrit doit être dactylographié et relié. Le corps de texte doit être en Times New Roman, en taille de police 12. Les interlignes, comme nous l'avons spécifié auparavant, sont en 1,5. Les paragraphes sont obligatoires, avec des alinéas au début de chacun d'entre eux. Enfin, il doit y avoir un pied de page avec une numérotation de la page, le titre du livre et votre nom dedans. Maintenant que vous êtes sûr que votre manuscrit est soigné et absolument propre, vous devez sélectionner les maisons d'édition auxquelles envoyer vos manuscrits. Nul besoin de vous expliquer combien cette étape est cruciale. C'est pourquoi il ne faut pas faire ses choix au hasard. Pour certains d'entre vous, ce ne sera qu'une formalité, car vous savez déjà quelle maison vous voudriez voir porter votre projet, mais pour d'autres, vous n'êtes pas encore bien sûr, car vous ne vous êtes pas posé la question, ou vous n'avez pas réussi à trouver chaussure à votre pied, tout simplement. Voilà ce que vous devez faire. Dans un premier temps, il vous faut réunir des noms et des contacts. La méthode la plus sûre pour cela est de faire appel à son ou ses libraires, qui seront capables de vous diriger vers des maisons d'édition légitimes et qui pourraient coller à vos attentes, car toute maison d'édition, vous le savez, a une ligne éditoriale. Certains ne publient que des polars, d'autres ne veulent que des textes bilingues, et ainsi de suite. Ces mêmes libraires pourraient aussi vous prodiguer des conseils sur comment les approcher et sur leurs attentes, ce qui vous aidera à façonner le dossier le plus adéquat possible. Autre moyen simple et très répandu, utilisez Internet et la myriade de blogs, forums ou sites qui répertorient les maisons d'édition sur leur emplacement géographique, leur ligne éditoriale, et plus encore. Vous pourrez aussi échanger avec vos collègues et avoir des retours au plus près sur chaque maison d'édition, ce qui vous permettra de repérer plus aisément les arnaques également, car il en existe, et sans intermédiaire parfaitement renseigné, il vous faudra redoubler de vigilance pour séparer le bon grain de livret. Entre les maisons d'édition factices, qui ne sont qu'un écran de fumée dont le but est de vous dépouiller de votre œuvre, et aussi peut-être de quelques euros. Les maisons qui exploitent leur auteur en leur négociant des droits d'auteur faibles et des conditions de rédaction strictes. Et les maisons à compte d'éditeur qui vont vous demander de débourser de l'argent pour financer l'impression et la publication de votre ouvrage, soit tout le contraire d'une maison à compte d'auteur qui achète vos droits et vous rémunère immédiatement. Il y a de nombreux pièges dont il faut impérativement se protéger. En cas de doute, procédez toujours à plusieurs vérifications. Existe-t-il un site internet ? Celui-ci est-il bien organisé? Quels sont les retours sur la maison? Des artistes ayant déjà publié chez eux ont-ils renouvelé l'expérience? Etc. Une fois que vous avez retenu une petite liste d'éditeurs susceptibles d'adouber votre projet littéraire, il vous faut vous assurer que sa logistique colle avec vos attentes commerciales. Car là encore, toutes les maisons ne se ressemblent pas, et une qui pourrait convenir parfaitement d'un point de vue éthique et littéraire pourrait vous décevoir sur un tout autre aspect. Tout d'abord, comme vous le voyez à l'écran, il faut prendre en compte la ligne éditoriale, dont nous avons déjà touché 2 mots. Comme nous l'avons dit, chaque maison fait le choix de publier certains genres littéraires comme la poésie, le théâtre, et ou de se concentrer sur certaines thématiques, le voyage, la médecine, etc. Rien ne sert donc de contacter des éditeurs qui ne font aucune place dans leur catalogue aux œuvres comme les vôtres, sur quelque point que ce soit par ailleurs. Votre manuscrit ennuiera passablement et finira immédiatement à la poubelle, ce qui vous aura fait perdre votre temps et des moyens. En l'absence de réponse, cela pourrait mettre à mal votre motivation. Avant toute chose, vérifiez la présentation de la maison sur son site. Vérifiez quels sont les livres publiés par celle-ci, ou essayez encore de prendre directement contact avec la maison, si jamais vous avez le moindre doute. Ceci fait, recherchez quel mode d'édition a choisi de privilégier l'éditeur. Il existe aujourd'hui 2 formats entre lesquels il peut faire son choix. Édition papier ou édition numérique. Certaines maisons, ainsi, ne publient que des livres papier, d'autres que des livres numériques. D'autres encore publient indifféremment sous les 2 formats. Faites bien attention à bien choisir une maison dont le mode d'édition convienne à vos attentes, de ce fait. Pour vérifier cela, rien de plus simple, vous pouvez procéder aux mêmes étapes que pour la vérification de la ligne éditoriale. Autre point sur lequel il vous faudra vous renseigner également, ce qu'on appelle la force de frappe,
de la maison. Vous vous en doutez, toutes les maisons n'ont pas la même portée ni la même capacité publicitaire. Elles ne promeuvent pas de la même manière, elles ne touchent pas les mêmes publics. C'est pourquoi vous devez faire vos recherches afin de ne pas tomber sur un éditeur qui, à votre grand regret, ne fasse aucune pub, ou qui ne se concentre que sur un public local et non pas national, par exemple. Attention, cela ne veut pas dire que les éditeurs de plus petit calibre ne sont aucunement intéressants, loin de là. S'ils ne peuvent pas vous promettre la même promotion qu'un mastodonte du milieu type Gallimard ou Hachette, ils remarqueront plus facilement l'intérêt de votre œuvre, ne recevant pas des milliers et des milliers de manuscrits à trier et étant donc plus réceptifs. Il y a fort à parier qu'ils ont également un contact plus proche avec vous, ce qui vous permettra d'avoir un vrai échange sur ce que pourrait être, devra être votre livre. Enfin, une fois et seulement une fois que vous êtes parfaitement certain de l'éditeur avec lequel vous vous apprêtez de correspondre, veillez à vérifier si la maison est ouverte à la réception de manuscrits à l'instant T. Parfois, certaines maisons d'édition, généralement les plus modestes, n'acceptent pas de nouveaux manuscrits à certaines périodes, car elles coordonnent déjà des projets avec des auteurs, et qu'elles manquent de moyens financiers ou de personnel pour en coordonner d'autres. Si vous envoyez votre manuscrit à ce moment-là, il sera très probablement ignoré, ou au mieux poliment remercié. Vous pouvez vérifier cette information en surfant sur les sites internet des éditeurs, qui indiquent généralement la disponibilité ou l'indisponibilité concernant la réception, sur leur formulaire d'envoi ou dans les informations complémentaires. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est de vous rendre directement à la maison si cela est possible. Elles vous donneront l'information volontiers. Cependant, parfois, il faut le dire, vous ne pourrez pas trouver de précision à ce sujet. Dans le doute, poursuivez donc comme dans le cas d'un oui. Le pire qui puisse vous arriver, c'est un refus après tout. Voilà, votre manuscrit est fin prêt, et vous savez désormais vers qui vous souhaitez vous tourner pour sa publication. Bravo, vous avez fait la moitié du trajet. Mais c'est peut-être le plus angoissant qui se présente à vous désormais, la prise de contact. Si vous ne savez pas quelles sont les modalités, quelles sont les marches à suivre, nous allons tenter de vous apporter des réponses dans la suite de la vidéo. Tout d'abord, il va vous falloir respecter certaines normes d'envoi. Alors, vous allez nous dire, mais vous nous avez déjà donné des conseils sur la façon de mettre en forme. Il est vrai, mais malheureusement, vous ne pouvez pas les appliquer aveuglément. Ces règles, qui sont des normes générales, ne s'appliquent que dans le cas où la maison n'a pas formulé de directive spécifique. Elles ne correspondent donc pas à toutes les attentes des maisons d'édition. En effet, chaque éditeur peut édicter ses exigences en matière de mise en page, et même de contenu du manuscrit. Tout peut y passer, que ce soit le corps de texte, la police, l'interligne, doit-il y avoir un résumé de l'œuvre ou non. C'est pourquoi on ne le répétera jamais assez, consultez avec attention le site des maisons d'édition, afin de ne pas passer à côté de leurs désirs. Il est important de les respecter, car les éditeurs se feront leur avis aussi à partir de la façon dont le texte ressort avec la mise en page, et prendre vos propres initiatives ne vous démarquera pas positivement à leurs yeux, loin de là. Vos concurrents qui auraient respecté leurs demandes pourraient vous damner le pion juste pour cette raison, et ce, quand bien même votre histoire se serait imposée sinon. Gardez donc toujours ça à l'esprit. Vient maintenant la partie la plus concrète, et celle qui intéresse probablement le plus d'entre vous. Comment constituer le dossier qui atterrira dans les mains de la maison d'édition qui pourrait vous accueillir? Il y a, là encore, des normes relativement rigoureuses auxquelles il vaut mieux se tenir, sous peine de se faire rejeter de facto. Nous allons voir comment éviter cela. Le plus évident en premier, il vous faut, bien sûr, joindre le manuscrit dactylographié et paginé de votre œuvre avec une page de garde. Sauf demande contraire de la part de l'éditeur, vous devez également envoyer l'entièreté de votre histoire. Si jamais vous craignez le plagiat ou le vol de votre scénario, vous pouvez essayer de vous prémunir de ces risques. Tout d'abord, envoyez-vous le manuscrit à votre adresse par la poste, afin d'avoir un tampon qui pourrait prouver que vous aviez déjà l'histoire complète avant de la transmettre à un tiers. Gardez bien la lettre scellée, qu'on ne puisse pas vous accuser de mise en scène ou d'arnaque. Vous pouvez faire de même numériquement, en vous envoyant un mail à vous-même. Toutefois, une lettre et un mail, ça peut se perdre. Si vous êtes prêt à engager quelques moyens, vous pouvez également doter votre œuvre d'un sceau numérique sur les sites compétents,
ou bien la déposer sur la plateforme numérique Hugo, tenue par la Société des gens de lettres. Cela vous donnera une preuve juridique que vous êtes le propriétaire moral de l'histoire, sur quelques années du moins. Enfin, plus onéreux mais totalement impérissable, vous pouvez vous rendre chez le notaire pour protéger votre œuvre. Avec votre manuscrit, il vous faudra aussi joindre une lettre d'accompagnement. Celle-ci ne devant pas faire plus d'une page, il vous faudra être concis et efficace. En premier lieu, on vous demandera de donner votre identité, vos coordonnées et le nom de votre roman, qui se trouve déjà normalement dans le pied de page du manuscrit. Après cela, présentez-vous en tant qu'auteur. C'est-à-dire qu'il ne s'agit pas d'énoncer tous les détails propres à votre identité, tels que votre date de naissance, votre âge, etc. Il s'agit plutôt de présenter rapidement vos œuvres déjà publiées, de parler des concours en lien avec votre livre auquel vous avez pu participer, de parler de votre cheminement en tant qu'auteur et des détails qui ont enrichi votre œuvre. Si jamais, et seulement si jamais, cela apporte une plus-value en prouvant votre inscription dans les valeurs de la maison, si jamais cela enrichit votre manuscrit, et ainsi de suite. Lors de cette lettre, vous devrez également souligner le fait que vous avez pris connaissance de la maison et de ses spécificités. Vous savez donc ce qu'il en retourne de travailler avec eux. Il n'est pas question, évidemment, de devenir démesurément obséquieux. On sait tous que ça ne fait pas très bon effet généralement. Mais il faut que l'éditeur puisse sentir votre intérêt pour sa maison et pour votre projet dans l'ensemble. Il ne doit pas pouvoir penser que vous faites ça sur un coup de tête ou que vous contactez les maisons d'édition au hasard. Il doit avoir une vraie démarche délibérée et vous voir vous inscrire dans l'identité de cette maison. Mettez bien en avant les éléments qui démontrent que votre œuvre a toute sa place dans son catalogue aussi. Après cela vient le pitch très court de votre roman. Cela consiste en 2 ou 3 phrases d'accroche qui résument le cœur de votre livre, à la fois dans son scénario et son originalité. Ces quelques phrases auront la dure tâche d'appâter l'éditeur sans spoiler ce qui fera le sel de votre œuvre, comme sa résolution, ses retournements, ses mystères. Gardez-vous donc d'y inclure des éléments creux et superflus qui n'apportent rien de particulier. Il ne faut pas que ce soit des points qui puissent se retrouver dans une foule d'autres œuvres ou qui n'importent pas vraiment dans votre histoire. Il faut absolument se concentrer sur les éléments avec une signification profonde, qui portent en eux l'identité de votre travail et son attention. N'ajoutez pas non plus, au cours de votre lettre, des phrases vendeuses sur votre livre qui ne seraient que purement subjectives, ou, pire encore, qui seraient bateaux. Oubliez les « ma famille entière a adoré » ou « je l'ai fait lire à un fan de polar, il a trouvé ça haletant » ou encore « vous n'avez jamais vu ça ». Ce serait de la perte d'espace qui pourrait vous faire passer pour prétentieux, ou encore remettre en question le jugement de l'éditeur. Économisez-le donc pour développer des arguments frappants et efficaces surtout. Une fois que vous avez considéré toutes ces étapes, vous pouvez conclure votre lettre d'accompagnement sur les formules de politesse habituelles, et normalement, vous en aurez fini avec votre dossier dès que ces 2 documents seront finalisés et inclus. Toutefois, aujourd'hui, il arrive parfois que les maisons d'édition demandent avec ça un synopsis, afin d'avoir une meilleure vue d'ensemble de l'œuvre. Ce sera alors demandé dans les prérequis du formulaire. Ce document, qui ne devra pas dépasser 1 page recto verso, viendra résumer toute votre œuvre dans les grandes lignes. Vous serez donc moins spécifique que dans le pitch, dont vous ne reprendrez pas les points abordés par ailleurs, mais vous ne parlerez pas de tous les petits détails, évidemment. Idéalement, vous résumez le début et la conclusion de l'œuvre. Vous parlez des personnages principaux notoires, des nœuds narratifs les plus importants, ainsi que des retournements cruciaux. Et vous abordez les thèmes essentiels à l'œuvre, ainsi que l'intention qu'il y a derrière. Pour vous aider dans la rédaction, pensez ce synopsis un peu comme la continuité de la présentation de votre livre demandée dans la fameuse lettre de présentation. Cette dernière a pour but d'attiser la curiosité de l'éditeur, le synopsis de confirmer l'essai et de lui faire prendre conscience du potentiel littéraire et commercial de votre œuvre. N'oubliez rien qui pourrait convaincre l'éditeur. Une fois tout cela achevé et relu une dernière fois, vous devez le partager avec votre liste de maisons d'édition. 2 formats sont acceptés par les dites maisons d'édition. L'envoi par mail ou l'envoi par lettre. Une fois n'est pas coutume, certaines maisons ont des exigences et n'acceptent que les lettres ou que les mails. Donc vous devrez là encore chercher des renseignements si ce n'est pas déjà fait. Mais dans le cas où 2 formats sont acceptés, lequel privilégier? Eh bien, les 2 ont des avantages, mais aussi des désavantages.
Par exemple, les envois par lettres sont plus onéreux, car vous devez acheter des enveloppes et des timbres. Et étant donné le poids supposé de l'ensemble, vous devrez également payer l'affranchissement. Il vous faudra aussi imprimer tous les documents, ce qui pourrait s'avérer être un sacré coup à la fin. Cependant, cette approche est encore considérée comme plus sérieuse par bon nombre d'éditeurs, qui aiment bien pouvoir relier et tourner les pages pour se rendre compte de l'effet que procure l'histoire. Cela leur évitera aussi la fatigue due aux écrans, ils pourront donc lire une plus grosse portion de votre livre en un seul coup. Un petit conseil utile pour vous éviter d'exploser les frais d'impression de votre manuscrit, dont les pages se comptent peut-être en centaines, plutôt que d'envoyer un manuscrit propre à chaque maison, imprimez-en 4 ou 5 exemplaires et joignez une enveloppe préaffranchie avec votre adresse notée dessus dans chaque lettre, afin que l'éditeur puisse vous renvoyer le manuscrit en cas de refus. Ainsi, vous pourrez tourner entre les manuscrits à chaque nouvelle prise de contact de façon plus fluide et économique. Pour ce qui est du mail, on le considère comme plus pratique, car c'est un envoi tout à fait gratuit. Cependant, il est piégeux. Il est déjà moins apprécié par certains éditeurs, et en plus, il est beaucoup plus simple de commettre des erreurs de forme ou de fond, par habitude des petits mails du quotidien. En premier lieu, sachez qu'il ne faut certainement pas envoyer les mails seulement dotés de pièces jointes, et de peut-être une petite note perdue entre. Il faut que vous rédigiez un objet précis, que vous explicitiez immédiatement la raison de votre mail, soit l'envoi d'un manuscrit, et que vous écriviez un petit mot personnalisé à l'intention de l'éditeur. Faites également bien attention à ne pas glisser une faute d'orthographe, ou d'oublier d'insérer les pièces jointes avant d'envoyer le mail. À présent, vous avez tout fait pour faire parvenir votre manuscrit à l'éditeur dans les meilleures conditions. Mais l'inquiétude n'est pas finie. Vous ne savez plus quoi faire, maintenant que le destin de votre livre n'est plus entre vos mains. À quoi vous attendre, alors ? D'abord, vous allez nécessairement attendre une réponse, et vous vous demandez maintenant quand est-ce que vous serez en droit de penser que celle-ci vous parviendra. Et vous ouvrez fiévreusement votre boîte, que ce soit la boîte mail ou la boîte aux lettres, dans l'espoir d'y trouver le trésor de vos attentes. Comment vous rasséréner en cette période? Ou, plutôt, comment savoir le temps d'attente moyen dans ce genre de situation? Malheureusement, c'est difficile à dire. Tout dépend du nombre et de l'efficacité des effectifs, de la charge de travail à l'instant T, des manuscrits reçus avant le vôtre, de l'organisation de la maison et de plein d'autres facteurs. Une seule chose est sûre, l'attente est le plus souvent longue. Elle oscille entre 1 à 6 mois selon les maisons d'édition et les conditions de réception. Il faut donc toujours garder un œil attentif pour ne pas rater la réponse que vous voulez tant. Toutefois, gardez bien à l'esprit qu'il existe des maisons d'édition qui ne vous renverront rien pour vous signifier que votre manuscrit a été rejeté. Autant dire que vous pouvez attendre longtemps leur message. Il vous faudra donc jauger par vous-même de la situation parfois. La règle générale veut qu'au bout de 8 à 9 mois, si vous n'avez pas été recontacté par l'éditeur, vous pouvez considérer que votre manuscrit n'a pas été retenu et qu'il faut passer à autre chose. Mais il existe aussi des éditeurs qui vous répondront, évidemment. Et quelle que soit la réponse, elle sera riche d'enseignements et de possibilités. Dans le cas d'une réponse négative, essayez d'abord de voir si la maison a explicité les raisons de son refus. Bien souvent, hélas, ce ne sera pas le cas, car elles enverront des réponses types afin de justifier leur refus. Cela ne veut pas dire que votre histoire ne suscite aucun intérêt, et n'en suscitera jamais aucun, cependant. Les raisons du refus peuvent être très nombreuses sans pour autant être attachées à la qualité de votre écriture. Les manuscrits reçus juste avant ont peut-être engagé l'éditeur. Il a peut-être des soucis financiers. Votre histoire ressemble possiblement trop à une œuvre qu'il projette de publier, et ainsi de suite. 1000 explications existent. Qui plus est, dites-vous aussi qu'il faut que vous trouviez l'éditeur qui comprenne votre projet et qui se sent prêt à le porter avec vous. Ce n'est pas une mince affaire, et il se peut que ce fameux éditeur ne se compte que sur un doigt. À vous de le dénicher. Néanmoins, si vous remarquez que la réponse est personnalisée, c'est une très bonne nouvelle, car ça veut dire que l'éditeur a vu quelque chose dans votre œuvre. Assez pour prendre de son temps afin de vous répondre, tout du moins. Utilisez donc ce retour pour peaufiner votre manuscrit ou votre prochaine lettre de présentation et ainsi gommer ce qui vous a fait défaut. Faites-lui pleinement confiance en ce qui concerne les directives et entrez à la lettre d'accompagnement. Et si vous en venez à retoucher votre œuvre, veillez à envoyer la version mise à jour de votre manuscrit aux éditeurs qui vous ont fait pareil retour. Si la version imparfaite les a déjà intéressés, la version retouchée pourrait les convaincre.
Et si vous avez reçu une réponse positive, c'est fabuleux et vous pouvez être fier de vous. Toutefois, il n'est pas encore temps de déboucher le champagne, car vous allez devoir vous pencher sur les questions purement commerciales dès lors. Normalement, l'éditeur a joint à sa lettre un contrat, ou alors une lettre détaillant le contrat qu'il serait prêt à vous faire signer. Prenez connaissance de ces derniers et examinez-les attentivement. Vous devez comprendre tout ce que vous propose l'éditeur, tant au niveau des droits d'auteur, de la rémunération avec le pourcentage que vous touchez à la vente, et ainsi de suite. Essayez de voir si ces conditions vous conviennent et vous semblent suffire pour rémunérer votre travail. Et surtout, ne laissez aucune zone d'ombre dans votre esprit. Vous ne voudriez pas que cette bonne nouvelle se transforme en mauvaise surprise avec des taux trop faibles, des droits d'auteur pour les adaptations mal négociés et tout ce qui va avec. Si vous êtes perdu à quelques niveaux, car il est vrai que ce n'est jamais simple de tout comprendre d'un contrat, questionnez l'éditeur, ou bien prenez contact avec des associations ou des syndicats d'auteurs tels que la SGDL, la SNAC ou encore la Ligue des auteurs professionnels. Ils se feront un plaisir d'éclaircir vos doutes et de vous rappeler vos droits, ainsi que les devoirs de l'éditeur. Et voilà, maintenant c'est le clap de fin. Avec ces armes, je vous pense capable d'envoyer les manuscrits qui vous sécuriseront un contrat dans la maison d'édition de vos rêves. N'oubliez pas, sous la vidéo se trouve une fiche synthétique qui résume tout ce que nous avons abordé lors de cette vidéo.